Merci d'abord pour votre invitation. C'est avec plaisir et dans un agenda un peu chargé sur la guerre de 14 en ce moment que je viens devant vous. Je vais vous parler effectivement un petit peu de la réception de Barbus, du feu de Barbus entre 1916 et 1918. Une période sur laquelle j'ai un peu travaillé dans le cadre de mon ouvrage et qui m'a questionné dans le cadre de ma thèse plus largement sur Norton Crue, puisque Norton Crue lit le feu en 1917. Je vous réserve pour l'après-conclusion, si vous voulez, la lecture qu'en fait Norton Crue en 1917, qui sera sensiblement différente de celle qu'il va faire dans Témoin, puisque, comme vous l'avez très justement dit, dans Témoin, il étrille légèrement Barbus. Vous savez, Norton Crue, il fait un classement, c'est ça surtout qui a posé polémique en 1929 à la publication de Témoin. Il fait un classement des auteurs et des ouvrages les plus intéressants et les plus pertinents, titre documentaire, du plus pertinent au moins pertinent. Et il fait 6 catégories. Et dans l'avant-dernière catégorie, vous trouvez Barbus et le feu, qui est accessoirement à cette époque-là l'ouvrage le plus vendu en France. Mais j'y reviendrai. Alors, on qualifie souvent le XXe siècle d'ère des témoins. C'est une expression qui a été forgée par Annette Dworka pour parler du témoignage et de l'expérience de la Shoah à partir de 1945. Mais l'expression d'ère du témoin, on pourrait tout à fait l'adapter à 14-18, qui est probablement le moment inaugural dans cette ère qui va couvrir tout le XXe siècle, avec pour la première fois une explosion du témoignage édité. D'abord, cette explosion du témoignage édité, elle prend la forme du récit journalistique ou du récit du récit de témoin dans le journal. Et on voit fleurir dans la presse nationale et dans la presse régionale, à partir d'août 1914, énormément de récits d'officiers et de soldats. Alors des récits qui viennent appuyer bien sûr les commentaires et surtout les annonces de l'état-major, et qui ont une trame assez glorieuse. C'est ces récits d'août-septembre 1914. Ils ont une trame éminemment héroïque. Il s'agit de montrer que l'armée française est en train de remporter de grands succès sur le front de l'Est, de montrer que tout un pays, finalement, est engagé derrière ce que Poincaré a appelé, depuis le 4 août, l'Union sacrée. Donc on a ce type de récit qui commence à apparaître, que les gens lisent, parce qu'on lit énormément la presse à cette époque-là. Je vous rappelle juste un chiffre, 10 millions de journaux vendus chaque jour en France en 1914 pour une population d'adultes de 20 millions de personnes. Donc vous voyez la pénétration de l'écrit et de l'imprimé. Une pénétration, on pourra si vous voulez en discuter, qui ne tombe pas pendant la guerre, qui au contraire, c'est je pense une des grandes conclusions une des conclusions à laquelle je suis arrivé, c'est que la guerre est un accélérateur dans les pratiques de lecture. Et donc ça amène à resituer, à repenser la notion de bourrage de crâne, à mon sens. Donc une presse qui, dès août 1914, a besoin du récit des témoins pour faire comprendre et donner naissance à la guerre. Ce qui pose problème, c'est que ces récits de témoins sont assez bien choisis, je vous ai dit, ils sont assez emphatiques, ils sont assez héroïques, et on arrive à des outrances et des récits qui collent assez peu à la réalité. On a tous en tête ces récits du début du conflit où on peut lire, comme dans Le Matin ou dans le journal, que les balles allemandes, par exemple, ne percent pas les capotes françaises. C'est ce que vous trouvez dans les textes, à part que le mois d'août et septembre 14 sont quasiment les 2 mois les plus meurtriers en France au niveau de la guerre. La seule journée du 22 août 1914, c'est 22 000 tués côté français. Donc on peut imaginer la réception qu'en ont les soldats quand ils découvrent ce type de littérature. La deuxième source qui s'impose assez rapidement aussi, et c'est assez curieux, c'est l'édition d'ouvrages. Les premiers récits de témoins, on n'attend pas Barbus 1916 et sa publication dans l'œuvre, on attend la fin de l'année 1914 pour que Plon publie un premier récit d'un soldat qui a participé aux premières opérations d'août et septembre et qui a été fait prisonnier puis libéré par les Allemands. Donc une mise en place éditoriale qui est extrêmement rapide. 4 mois après la guerre, le début de la guerre, on a déjà des premiers ouvrages qui commencent à apparaître. De sorte qu'en 1918, le monde éditorial se trouve face à 340 récits de guerre édités en France. Et édités en France, j'ai repris les mêmes critères que Norton Crue, c'est-à-dire des récits de combattants en dessous du grade de capitaine et principalement, je vais vite sur les critères, des combattants issus de l'infanterie. Donc 340, c'est quasiment une des plus grosses productions de guerre.
Alors, qui s'explique par le fait que pour la première fois, à partir de 1914, on a un nombre d'écrivains, j'emploie le terme à dessein, un nombre d'écrivains qu'on ne connaissait pas jusque-lors, qui est à la fois le fruit des politiques d'éducation qui traversent tout le XIXe siècle. Et je commencerai par celle de Guizot pour les garçons dans les années 1830, bien avant les lois Ferry, et par le fait que se retrouvent dans les tranchées, soit sous la forme de volontaires comme Barbus, soit sous la forme de mobilisés, un certain nombre et un grand nombre de lettrés, donc ils sont en mesure de prendre la plume. 340 récits publiés en 1918. Pourquoi ? Parce que pour les éditeurs, c'est un peu le même phénomène qu'on a aujourd'hui face aux centenaires. C'est pas possible aujourd'hui de ne pas parler de la guerre. C'est la même chose pour un éditeur entre 14 et 18. C'est pas possible de passer à côté de cet événement qui est à la fois un événement politique, social, culturel pour les Français de l'époque, mais aussi un événement économique. C'est aussi une des réalités quand vous consultez les archives des éditeurs. Alors, j'apporterai juste une nuance sur ces chiffres que je vous ai donnés. D'abord, en resituant ce que vous connaissez mieux que moi, c'est que la prose domine très très largement dans les publications. C'est une des caractéristiques françaises et un des caractéristiques qui s'opposent au modèle britannique, c'est qu'il y a assez peu de poésie qui est publiée, de poésie combattante. On a tous Apollinaire en tête, bien sûr, mais on a assez peu de poésie combattante qui est éditée au cours du conflit. Beaucoup de poésie héroïsante, j'allais commettre un sacré lapsus, parce que je vais vous en parler un peu plus loin, mais voilà, pas mal de poésie héroïsante, mais assez peu de poésie combattante. Et puis, 340 récits, c'est peu par rapport aux 3,5 millions de combattants qui se retrouvent mobilisés en 1914, ou aux 8 millions d'hommes qui se retrouvent côté français sur le champ de bataille entre 1914 et 1918. Donc, mais malgré ces nuances-là, le témoignage combattant, lorsqu'il apparaît sous sa forme éditée à partir de la fin de l'année 1914, va devenir extrêmement intéressant et pris par le lectorat du front et de l'arrière. Je m'en tiendrai juste à 3 ouvrages clés et les 3 succès de librairie de la période 14-18 en termes de récits combattants. Le premier, c'est Gaspard, qui vient juste d'être édité il y a quelques mois. Gaspard de René Benjamin, qui obtient le prix Goncourt en 1915. Le second, vous le connaissez, c'est la thématique du jour, c'est le feu. Et le troisième, vous le connaissez également parce que c'est le troisième classique, c'est le classique, un des classiques aujourd'hui de la littérature, c'est Les Croix de bois de Dorgelès. Ces 3 récits, je ne me permettrai pas de qualifier de roman ou de témoignage ou d'autobiographie, je n'ai pas les compétences pour ça. En tout cas, ces 3 récits-là, en 1918, sont entre 200 000 et 300 000 exemplaires écoulés. Mais chacun, ce qui est le plus intéressant, et pourquoi je prends le cas de ces 3 récits-là, c'est que chacun va scander un moment précis de la guerre, en fait. Chacun va traduire, si vous voulez, un horizon d'attente. Je reprends cette expression à l'école de philosophie allemande, de l'école de Constance, de Karl Joss en particulier. Et donc, à chaque moment, vous avez une attente, une correspondance entre la manière d'écrire la guerre, la manière de raconter la guerre et l'attente du lectorat. Et cette attente dans la façon de d'écrire la guerre, de lire la guerre et de la réception de la guerre, elle va évoluer. Elle va évoluer parce que voilà, la guerre va durer 5 ans, qu'on ne perçoit pas le combat et qu'on ne perçoit pas le sens de la guerre de la même façon en 1914 qu'en 1917 ou à partir de l'été 1918. Et quand on prend la première de ces œuvres, Gaspard de René Benjamin, qu'est-ce qu'on a en fin de compte ? Très rapidement dit, on a le Titi parisien dans les tranchées. On a un soldat qui se débrouille à la guerre, qui est le premier à faire une farce à ses copains, qui est le premier à sortir baïonnette au canon quand il faut aller remporter un trophée chez les Allemands, qui est le premier à aller voler du pain caca dans la tranchée d'en face. Donc vous voyez, on a une attente de la guerre qui se cristallise en 1915, qui correspond grosso modo à cette image du poilu, qui va aussi, elle, irriguer tout l'imaginaire visuel du premier conflit. Donc une image plutôt légère en 1915. Et puis on a 1916, voilà, à partir de août, d'abord sous la forme de feuilleton, on a le feu. Donc là, on est dans une dramaturgie complètement évidente. On est dans un mode de récit qui, là aussi, s'est déplacé. Une attente, je vais y revenir quand je vais rentrer un peu plus dans la genèse du feu et dans la réception.
Une attente qui s'est déplacée. Et puis les Croix de Bois, 1919. 1919, on est dans le deuil de masse. Il y a 1,5 million de soldats tués côté français, presque autant de mutilés. Donc on est dans une autre type de narration et le lectorat attend autre chose. Mais ce que je vais essayer, je vous ai pris ces 3 récits-là pour un peu mettre en exergue ma petite démonstration sur l'horizon d'attente et le déplacement, le fait qu'on ne lisait pas tout simplement la même chose entre 14 et 18, ce qui peut sembler une évidence. Et je pense que le feu, dans ce contexte-là, est le meilleur exemple de ce déplacement. D'abord parce que le succès s'ancre bien avant l'édition chez Flammarion, mais dans le genre du feuilleton. Qui est un genre narratif extrêmement populaire avant la guerre. Je vous ai juste évoqué les tirages avant 1914, donc vous avez une idée de la pénétration d'un récit sous la forme de feuilleton. C'est une diffusion qui en plus est extrêmement populaire, donc ça c'est une des raisons, je pense que le socle aussi du succès de Barbus en 1916-1918, c'est sa première diffusion dans l'œuvre sous forme de feuilleton, qui donne une publicité assez incroyable. La deuxième, vous la connaissez, je ne m'étends pas là-dessus, c'est la langue qu'il utilise, le côté, la dimension véridique de son témoignage, et puis cette qualité à raconter la guerre vraie, comme je viens de le dire, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. En 1916, je vous prends 2 autres récits qui sont publiés à la même époque. C'est Genevois, par exemple, sous Verdun. Alors Genevois aujourd'hui, c'est aussi un des monuments du récit combattant. Et on parle aussi de Genevois comme un des témoins les plus fidèles et les plus réalistes. Genevois tire, première édition, 3000 exemplaires. Donc on est largement en dessin. Mais ce qui, chez Barbus, va fonctionner, et ce qui ne fonctionne moins chez Genevois ou chez d'autres, c'est sa capacité ou la plasticité du feu à épouser les différentes attentes qui naissent ou qui se reconfigurent entre 1916 et 1918. Qu'est-ce qui s'est passé à grands traits entre 1916 et 1918 ? Vous avez une usure croissante de la guerre, j'y reviendrai, qui s'installe en France, non pas en 1917, mais dès la bataille de Verdun. Dès la bataille de Verdun, l'opinion publique commence à en avoir ras-le-bol. On le mesure assez bien avec les rapports de préfets qui reviennent au ministère de l'Intérieur chaque semaine. Il y a les révolutions russes de février et octobre 1917 qui ouvrent des perspectives politiques jusqu'alors inédites et une sorte de dépassement d'horizon actuel. Et puis, forcément, en 1918, c'est une gageure de dire ça, pardon, mais il y a la fin de la guerre. Il y a la fin de la guerre et il y a un horizon nouveau en termes politiques et social qui peut s'analyser. Et c'est ce qu'on voit très bien à la lecture des quelques 150 lettres qu'a reçu Barbus. C'est le corpus que je vous propose rapidement de passer en revue, des quelques 150 lettres qui sont reçues par l'auteur entre 1916 et 1919. Alors, j'ai fait un choix un peu arbitraire de traiter et de vous opposer dans mon propos propos et le front. L'arrière et le front, ce ne sont pas 2 mondes complètement étanches entre 14 et 18, loin de là. Il y a beaucoup de porosité, il y a beaucoup de contacts, mais c'est par commodité, c'était plus simple de vous donner la vision les visions qu'on pouvait en avoir à l'arrière et comment les combattants qui, eux, étaient dans la tranchée, qui, eux, expérimentaient au quotidien l'enfer de ce que décrivait Barbus, le ressentaient. Et puis, cette opposition, elle est pas tout à fait factice non plus, parce que les horizons d'attente entre un combattant qui joue sa peau toutes les secondes ou toutes les minutes et un civil à l'arrière sont pas tout à fait identiques. Alors, en préalable et en premier point, juste en quelques mots et en quelques secondes, pourquoi le feu a été un tel succès entre 1916 et 1918 Je vous l'ai dit, le premier élément de contexte, c'est sa diffusion sous forme de feuilleton à partir du 3 août 1916 dans l'œuvre. On est en pleine bataille de la Somme. À ce moment-là, c'est une bataille qui a été déclenchée par les Français et les Britanniques le 1er juillet, qui devait être une de plus, vous allez me dire, une bataille qui devait enfoncer le front allemand. Sauf que c'est une bataille qui, au bout d'une semaine, se termine en chaos technique pour les Britanniques, alors que les Français ont réussi à pénétrer de quelques kilomètres à l'intérieur des lignes allemandes. Donc on sait pertinemment, et les rapports de préfet le montrent assez bien, on sait pertinemment, à l'arrière comme à l'avant, qu'on est parti, grosso modo, pour une année supplémentaire de guerre. On fait la guerre à la belle saison encore, 14-18. Donc on n'envisage pas des opérations militaires d'envergure à l'hiver. Donc on est parti pour l'année 17. L'année 17, je vous le disais, c'est l'année par excellence d'usure de la population et de la mobilisation combattante. On a
les grèves qui se multiplient dès la fin de l'année 1916 dans les usines d'armement. On en parle assez peu. Vous connaissez, comme moi, les grèves du printemps 1917, les fameuses midinettes, ces ouvrières parisiennes. Donc des grèves qui se multiplient. Un ras-le-bol des combattants qui, en parallèle, est extrêmement fort et qui va prendre une forme assez originale au printemps 1917, que sont les mutineries. Donc un ras-le-bol, et un ras-le-bol qui est mesuré, là aussi. On mesure à l'arrière avec les rapports de préfet. Au front, on met en place un dispositif en 1915 qui s'appelle le contrôle postal et qui fait que les lettres des combattants, pas toutes, mais certaines d'entre elles, sont ouvertes par l'état-major militaire afin d'abord d'éviter qu'il y ait des renseignements militaires qui soient connus à l'arrière ou qui soient récupérés par les Allemands, mais surtout à partir de 1916 qui permettent de mesurer le moral des troupes combattantes. Et c'est ce qu'on va faire, c'est des enquêtes sociologiques avant l'heure. On va tenter de mesurer l'état d'esprit des combattants. Donc ce sentiment, finalement, qui domine à la publication du Feu sous forme de feuilleton en 1916, c'est que le sentiment la guerre est infinie, interminable, désespérément longue, et qu'il n'y a aucune solution politique et militaire qui se dessine. Ça change, je vous le disais tout à l'heure un peu rapidement, ça change en 1917 avec ce qu'on appelle la grande lueur à l'Est et les deux révolutions. Celle de février d'abord, les soldats, les combattants qui sont sur le front n'ont pas trop la mesure de ce qui est en train de se produire, quand bien même la presse rapporte assez bien et assez fidèlement les événements. Mais à partir d'octobre 1917, les journalistes commencent à comprendre ce que sont les mencheviks, ce que sont les bolcheviks, donc tout devient un peu plus clair dans les consciences et le sera encore plus en 1918. Donc, à partir de 17, changement de configuration, changement d'horizon d'attente, une situation politique et militaire et stratégique qui était bloquée sur le front occidental trouve une solution sur le front ouest. Et donc, il y a une issue possible. Et les révolutions de 17 sont vues comme ça. Elles le sont d'autant plus que les Américains viennent de rentrer en guerre en avril 1917. Alors, désolé pour la chronologie, mais ça vous permet, moi, de vous expliquer pourquoi il y a aussi cette réception-là du Feu. Les entrées des Américains en avril 1917, on commence à se dire que la supériorité numérique acquise sur le champ de bataille va à un moment donné payer et que, de ce fait, la guerre va connaître une issue prochaine. Et ces issues, qu'elles soient à l'Est ou avec l'arrivée des Américains, posent la question, et on trouve ça dans beaucoup de lettres de combattants, et on trouve ça dans beaucoup de lettres reçues par Barbus, de la question d'un ordre nouveau. On commence, peut-être pour la première fois de manière assez significative, à penser à la fin de la guerre. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place au sortir de ce conflit-là? Et donc, dans les lettres de soldats que vous trouvez chez Barbus, mais que vous trouvez plus largement, dans le fond Barbus, et que vous trouvez plus largement dans les familles, c'est l'attente d'une société meilleure. L'attente d'une société meilleure avec l'envie, la très forte envie de la justice, d'une justice sociale qui doit s'exprimer avec ce changement de modèle, de paradigme apporté par la guerre, et plus d'équité. Voilà ce qu'on attend à partir de 1917. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est pacifiste. Ça ne veut pas dire qu'on est nationaliste ou patriotique non plus. L'Union sacrée, je dis juste ça à titre parenthèse, l'Union sacrée en 1914, c'est pas de verser dans une société qui était plutôt, la société française pour une certaine partie d'entre elles, antimilitarisme, un patriotisme forcené. C'est juste une mise en sommeil pendant 5 ans des oppositions et des divisions politiques. On n'oublie pas quand on est en guerre, et l'exemple de Barbus est assez significatif, sa correspondance du moins, elle est assez, on n'oublie pas qu'on est pacifiste, et ça n'empêche pas de garder ce sentiment d'esprit-là. Et on le verra en 18, en particulier chez Barbus, dans ses quelques lettres. On pense donc à la paix. Et ça, c'est un phénomène aussi assez nouveau, tant au front, un peu moins à l'arrière. À l'arrière, on pense à la paix dès la fin de l'année 1915. Et cet arrière-plan, donc la victoire, la lueur à l'Est, la paix, l'usure, tout ce que je vous ai décrit là, finalement, c'est ce qui anime les lecteurs en 1916-1918, quand ils découvrent le feu. Alors, c'est sûr que c'est facilité par l'arrivée de Barbus. C'est pas suffisant. C'est pas que le contexte, bien sûr, qui n'explique le succès du feu. On a parlé tout à l'heure du style du feu, du style propre de l'auteur. Je relis, moi, en tant que modeste historien, beaucoup plus le feu à l'enfer,
qui est un des premiers succès de Barbus. On trouve beaucoup d'analogies, je trouve, en tant que lecteur. Un vocabulaire propre qui est donné au lecteur pour la première fois en 1916, cet argot des tranchées. Il y a des études qui sont menées par des linguistes à partir de 1916-1917, des gens comme Albert Dauzat qui vont étudier le langage utilisé par les combattants, mais c'est la première fois où vous trouvez de manière aussi diffusée un combattant et un lettré, pour dire les choses, qui s'exprime de cette manière-là. Donc ça va frapper aussi, ça va frapper les lecteurs. Et puis un récit, je vous le disais, qui s'appuie sur une expérience vraie. Barbus fait le choix, en 1914, de s'engager volontairement. Peut-être, je ne sais pas si ça a été discuté ce matin, mais peut-être aussi parce qu'il voit la guerre comme un laboratoire quand il s'y engage au début. Et une des raisons qui fait qu'il voit la guerre comme un laboratoire, qui m'amène à penser ça, c'est l'utilisation qu'il fait de la photographie. Par exemple, à partir de la fin de l'année 1914, son appareil photographique qu'il appelle le piche-tout. C'est celui qui comprend tout, mieux que les mots probablement. Donc ça plaît à l'arrière. Ça plaît à l'arrière dans un contexte où, face à la violence du combat, je vous parlais des 22 000 morts tout à l'heure en 1914, quand le feu paraît à l'été 1916, côté français, on est aux alentours de 800 000 tués. Donc un document, un récit qui permet de comprendre ce qui est vécu par les époux, par les fils qui sont au front, et qui va être en même temps une médiation. C'est-à-dire que pour bon nombre de combattants, le feu va être un moyen de mettre en mots ou de donner à lire à leurs proches une expérience qu'ils n'arrivent pas à rendre dissible. Et c'est pas Barbus qui exprime ça le mieux, cette architecture théorique de la transmission finalement de l'expérience, c'est Léon Werth dans Clavel Soldat. Dans Clavel Soldat, Léon Werth, il a une phrase, je ne l'ai plus en tête exactement, il dit les soldats descendent, quand ils ont passé 3 jours sous la boue, le feu, la mort, la vermine, etc., ils ne sont pas capables de mettre en mots ce qu'ils ont vécu. C'est impossible. Et ceux qui y parviennent, c'est les journalistes. Et c'est dans la lecture, il a cette phrase qui est assez improbable, quand on pense au bourrage de crâne et à la censure. Il dit c'est finalement par le discours journalistique que les combattants arrivent à façonner et à construire leur expérience de la guerre. Vous voyez cette espèce de médiation qui s'opère. On a la même chose chez Barbus. Et donc la lecture pour les contemporains de 16 et 18, c'est de produire du sens. Le feu, pour la plupart des lecteurs de Barbus, dans les lettres que celui-ci reçoit, c'est lui son gré de produire de sens et de donner une intelligibilité à un conflit qui en est dépourvu. Et donner du sens de manière encore plus significative, qu'il n'y a pas de comparaison possible pour les lecteurs du feu avec les guerres passées. On n'a pas de modèle narratif comparable à celui qu'est en train de mettre en place Barbus, parce que la représentation de la guerre au XIXe siècle n'a rien à voir avec celle qui est en train de se produire. Ce qui explique, et je fais juste une petite parenthèse, ce qui explique que le succès des tranchées, le succès de lecture dans les tranchées, c'est Barbus, c'est le feu, ça je vous l'ai dit de manière implicite. Le deuxième ouvrage le plus lu dans les tranchées, c'est Tolstoï. C'est Guerre et paix. Alors c'était pas le format le plus commode pour amener dans les tranchées, mais je suis désolé, je parle. C'était pas le format le plus commode, mais Tolstoï il a fait la guerre en 1853-1856. Donc quand il parle des charges de la bataille de la Moscova, il sait de quoi il parle. Et donc ça prend un sens chez les combattants. Donc cette reconfiguration fait que, et cette attente par rapport à ce discours sur la guerre, la vérité de la guerre, à son caractère intelligible, fait que le feu passe très bien la censure en 1916. On l'oublie. Genevois est beaucoup plus censuré que Barbus, par exemple. Parce qu'à un moment donné, les censeurs comprennent qu'on ne peut pas cacher, on ne peut pas masquer toute la réalité de la guerre. Et qui plus est, Barbus publie dans l'œuvre, un journal engagé au niveau politique, qui va faire plutôt partie du mouvement socialiste minoritaire, qui n'a pas les faveurs du pouvoir politique, comme vous pouvez l'imaginer, et qui prend plutôt position assez régulièrement contre l'union sacrée. Et malgré donc le fait d'écrire dans l'œuvre, Barbus parvient à être publié et parvient à faire passer un certain nombre de messages. Donc ces horizons d'attente, je résume une fois de plus ce que je vous ai dit.
Ils sont pluriels et ils sont évolutifs. Et pour une partie des lecteurs de l'arrière, le feu va être un moyen de retrouver la guerre vécue par leurs proches. Et je vous cite juste un petit extrait d'un courrier reçu par Barbus en septembre 1916, donc on est encore dans sa diffusion sous forme de feuilleton. Et donc c'est la lettre d'une mère qui a ses deux fils au front. Monsieur, j'ai mes 2 fils sur le front depuis le début des hostilités. Le plus jeune, mitrailleur au bois-le-prêtre, a vécu 18 mois la vie des tranchées. Je vous dis cela pour vous faire comprendre avec quelle admiration émue, avec quelle reconnaissance je lis dans l'œuvre votre journal d'une escouade. Il me semble que c'est la vie même de mon petit que vous faites passer sous les yeux avec une intensité de couleur et d'expression que vous seul pouviez rendre. Ce qu'on est convenu d'appeler littérature de guerre me fait mal ou me répugne. Votre livre, monsieur, car il paraîtra certainement sous cette forme, est une bonne œuvre, une œuvre saine et forte. Je voudrais que ce livre fût un jour entre les mains de tous ceux qui auront vécu la Grande Guerre, entre les mains de toutes les mères qui lui auront donné leurs fils. Alors, voilà, c'est un moyen pour cette mère de retrouver l'expérience, comme je vous disais, l'expérience vécue, et d'expérimenter finalement ce qui est ressenti par leur fils, et qui ne passe pas forcément par les correspondances, parce qu'il y a la censure, parce qu'il y a l'autocensure qui joue, et puis il y a cette forme d'incommunicabilité qui, à un moment donné, va s'instaurer. Donc ça, c'est une première catégorie de lecteurs de l'arrière. Retrouver l'expérience, à travers le feu, l'expérience vécue par les maris ou les fils qui sont sur le champ de bataille. Mais vous avez un deuxième niveau de lecture qui est complètement pris en considération par les contemporains et qui est une lecture forcément plus politique du feu. Et là, je vous lis une autre lettre d'une institutrice, Thérèse Mortier, en juin 1917. Donc voilà pourquoi j'ai insisté sur le contexte tout à l'heure. On est au creux de la vague. Votre livre, c'est la vérité simplement, magnifiquement. Votre livre, il a la beauté, la grandeur simple et sublime de tout ce qui est vrai. Et d'avoir écrit ce livre, monsieur, il semble que vous ayez été doublement soldat, car après avoir combattu la mort, le danger dans la tranchée, vous continuez la lutte dans le monde de la pensée. Et cette lutte, aussi nécessaire et presque aussi dangereuse que l'autre. Il faut d'abord le courage, de la sincérité, ce qui est aussi un héroïsme, et pas des moindres. Vous ne vous contentez pas de vaincre l'ennemi, la horde pitoyable des bandits, vous le poursuivez jusqu'à son naissance, vous ne voulez pas tuer l'Allemagne, vous voulez tuer l'esprit de la guerre. Et c'est cela qu'il faut. On peut dire que c'est là que le combat commence. Je vais un peu plus loin. Qu'elle sera belle et bienfaisante la guerre, si elle a fait fructifier vos paroles. L'égalité sociale, car les individus ont chacun plus ou moins de valeur, mais chacun doit participer à la société dans la même mesure. Et c'est justice, parce que la vie d'un être humain est aussi grande que la vie d'un autre. L'égalité, c'est la grande formule des hommes. Si cet idéal triomphe, il faudra non pas se plaindre, mais envier ceux qui auront vécu ces années terribles et magnifiques. Votre livre, et je pense, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure sur la notion d'évangile, votre livre, monsieur, c'est comme l'évangile de la guerre hideuse, toujours hideuse, mais aujourd'hui nécessaire. Donc une dénonciation de la guerre, donc avec ces deux exemples-là, ce que je voulais juste vous montrer, c'est des niveaux de lecture du coup assez différents à l'arrière, et ces niveaux de lecture, vous allez les retrouver à l'identique au front où on va découvrir aussi le feu dans une première version sous l'œuvre, dans sa publication dans l'œuvre. C'est 10 000 exemplaires à peu près qui, chaque jour de l'œuvre, parviennent dans les tranchées. Donc, de ce fait, comme vous le savez, la lecture du journal en 14-18, encore plus qu'aujourd'hui, est une lecture collective. Le nombre de lecteurs passifs qui entendent l'œuvre sont extrêmement nombreux et c'est une diffusion qui est extrêmement large. La réception qui en est faite et la lecture qui en est faite, elle est à peu près équivalente. Pour bon nombre de soldats qui témoignent auprès de Barbus de leur lecture du feu, ils reconnaissent en lui la capacité à avoir été le premier à mettre en mots l'expérience qu'ils ont vécue et de donner sens, ce que je vous disais tout à l'heure, de donner sens et d'expliquer ce qu'ils étaient en train de vivre et la dimension extraordinaire du conflit. Donc ça passe, leur représentation de la guerre, finalement, pour certains d'entre eux, elle va être formalisée par le feu. Donc ça transparaît ça dans ces courriers et
Quand je reprends Norton Crue quelques secondes, Norton Crue, je vous parlais de son étude qu'il fait en 1929, sur à peu près 300 ouvrages, 300 récits de guerre publiés entre 1914 et 1928. Dans 10% de ces récits-là, vous avez la mention de la lecture du feu, Barbus. Donc vous retrouvez une autre statistique qui montre que le feu véritablement a percé dans les tranchées. Donc ce qu'on attend, c'est la capacité à mettre en mots, et ce qui est attendu, la capacité à mettre en mots l'expérience vécue, le caractère réaliste, je vous fais un petit catalogue ici, le caractère réaliste du feu qui est salué par beaucoup de combattants. Vous êtes le premier, c'est Léopold Vaison qui écrit ça, vous êtes le premier, monsieur Barbus, à réellement raconter ce qu'on est en train de vivre. Vous êtes réellement le premier à mettre en mots. Quand bien même ça choque, quand bien même l'argot des tranchées va choquer un certain nombre de lecteurs, trouvant ça un petit peu familier, un petit peu trop trivial. Et il y a beaucoup d'officiers qui ont cette réaction-là et qui font part de leur réaction à Barbus en lui disant « vous avez utilisé une langue qu'on n'aimerait pas trop voir écrite et diffusée à l'arrière », ce qui est une réalité. Et puis, vous avez cette dernière catégorie de lecteurs qui est un peu comme Thérèse Mortier, cette catégorie de lecteurs qui voit dans le feu une parabole politique et sociale. Et je vais terminer mon intervention là-dessus avant de passer à 2-3 mots de conclusion et pas plus. C'est la lettre là aussi de Paul Vaison, envoyée le 24 août 1918. Je reprends une dernière scansion chronologique. Ça commence par « Bien chers camarades ». Bon, ça commence déjà de manière un peu différente. À l'heure où tous les forbans, éhontés d'une certaine presse stipendiée par le hideux capitalisme, hurlent sans répit, jaloux de votre jeune et pure gloire, vous couvrant d'injures les plus viles et les plus malpropres, je considère comme un devoir sacré, moi, combattant authentique, de vous crier combien mon admiration pour votre œuvre d'épuration sociale est grande et sincère, pour avoir osé en face, il n'y a pas de point, c'est pour ça que je vous fais la lecture, pour avoir osé en face de tant de menteurs officiels, grassement rétribués, clamer une vérité sans tache, sans réticence, aurore du jour, du grand jour qui va naître et dont votre œuvre annonce le lever, là-bas, au zénith rougeoyant. C'est la grande lueur à l'ouest. Voilà, donc vous avez ce type de lecture qui appelle à balayer tout simplement l'ancien monde. On n'est plus dans le récit, dans la recherche de l'expérience de guerre, de l'identification à l'expérience de guerre, mais dans une œuvre prophétique. On n'est plus dans une lecture qui est culturelle, mais dans une lecture qui est complètement politique. Alors pour conclure, les 2 derniers mots, c'est cette dernière lecture finalement qui s'est imposée à nous, ou qui tend à s'imposer à nous, du feu aujourd'hui. En tout cas, c'est celle qu'on trouve dans les manuels scolaires d'histoire de classe de 3e, ce par quoi passe l'enseignement de la Grande Guerre. Donc le feu reste aujourd'hui l'ouvrage quasiment le plus cité en termes de sources, qu'on présente volontiers comme une œuvre pacifiste. Or, et on l'a vu, j'espère vous l'avoir montré pendant une trentaine de minutes, c'est pas une simplification de voir dans le feu une œuvre pacifiste, mais on voit bien que les horizons d'attente ont été très clairement évolué entre 1916 et 1918, et peut-être, et je terminerai là-dessus, peut-être si on voit aujourd'hui le feu comme le prototype ou l'œuvre archétypique du pacifisme, c'est peut-être aussi en raison de l'engagement politique que prend Barbus à partir de 1919-1920. Voilà, je suis désolé, j'ai débordé, je vous remercie.